Envoie-moi un chèque de 30 000 balles, d'accord. Quasiment 100 000 euros de chiffre sur la première année, avec un pic forcément au Q4 novembre-décembre. Décembre 2023, je crois qu'on est à 18 000 euros de chiffre sur le mois. En travaillant dessus 1h30 ou 2 par jour max, j'ai gagné autant qu'en travaillant 70 heures semaine dans un restaurant. T'es au restaurant en train de bosser, commande 120 balles par-ci, 50 balles par-là, et puis ça sonne, et puis tu te dis merde, c'est quand même fou ça. Il y a 12 ans, François fermait son bar. Ruiné, épuisé, humilié par la justice. Il reprenait un job de serveur, non pas par envie, mais par nécessité pour nourrir sa famille. Et en 2022, il m'écrit: Enzo, ça y est, j'ai envie d'y croire encore, il est temps que je me relance dans l'entrepreneuriat. 3 ans plus tard, François est à la tête de son propre business e-commerce. Il se balade dans le monde entier avec son ordinateur et son job sous le bras et peut profiter de moments d'exception avec sa famille. Il a également rejoint notre équipe en tant que responsable service client et aujourd'hui, il va nous partager son histoire. Ce podcast, c'est l'histoire d'un comeback, c'est comment se lancer dans un nouveau métier après 40 ans, comment se lancer dans un métier du web technologique alors que depuis des années on fait des métiers de terrain, des métiers physiques, et c'est surtout comment se relever d'un échec qui parfois nous laisse des cicatrices pour toute la vie. Et aujourd'hui, du coup, on accueille François. François, comment ça va? Avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast, si vous voulez vous lancer dans le business en ligne ou que vous voulez grossir votre activité, vous avez besoin d'une banque solide qui peut vous accompagner de la création jusqu'au scaling. Il vous faut un outil simple, efficace et sans mauvaise surprise. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez Revolut Business. Je l'utilise depuis des années et vraiment, c'est un game changer. Zéro frais cachés et des taux de change hyper compétitifs. Idéal par exemple pour pouvoir payer à l'étranger sans se faire plumer par sa banque. Carte virtuelle illimitée pour pouvoir payer des logiciels dont on n'est pas vraiment sûr de la provenance ou pour pouvoir faire des cartes pour les employés. Accès rapide et sécurisé pour tous les collaborateurs de l'entreprise et ça nous permet de suivre en temps réel le cash flow, les dépenses et les entrées d'argent. Vous pouvez même créer votre entreprise et faire un dépôt de capital en moins de 48 heures. Et bien évidemment, je vous ai dégoté une offre spéciale avec le lien disponible dans la description juste en dessous. Vous avez 20 € offerts sur votre compte Revolut Business. Personnellement, c'est ma banque depuis des années et je ne peux que vous la recommander. Que vous soyez freelance, e-commerçant ou chef d'entreprise, c'est un outil indispensable à avoir. Testez Revolut Business avec le lien dans la description juste en dessous. Merci bien évidemment à Revolut Business de sponsoriser cette vidéo. Je suis très content de pouvoir les citer et partager leur travail. Je le faisais déjà avant, je vais le faire encore plus aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode. François, comment ça va? Ça va très bien Enzo, merci pour l'invitation. T'es en forme? Ouais, super. Tu kiffes? Pas très bien, ouais. Bon, je t'accueille à Paris, je sais, il fait pas très chaud, mais bon, qu'est-ce que tu penses des décors? L'envers du décor? L'envers du décor, très, très sympa, c'est très beau. Je suis très content d'être là et de participer. Très content de te recevoir. C'est gentil. Merci. François, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'on en est arrivé à être là assis ensemble aujourd'hui? Alors pour faire un petit résumé de ma vie professionnelle, 95, je passe mon bac. Je rentre à l'université, je fais d'abord des études de maths, après je fais des études de sciences éco pendant 6-7 ans, donc DUG, licence, master. Le DUG, un diplôme qui n'existe même plus aujourd'hui. Hein, ouais, un monde de le moins de 20 ans ne peut pas connaître. C'est ça, d'ailleurs. Donc, bref, l'équivalent d'un master quoi aujourd'hui, en sciences éco. J'arrête mon master de sciences éco, je commence à chercher du boulot. Pas évident, quasiment 1 an de recherche d'emploi, de bilan de compétences, de rencontre de personnes, de travailler sur mon CV, sur ce que je voulais faire aussi. Je sors des études très... Comme beaucoup de jeunes. Ouais, comme beaucoup de jeunes. J'ai fait des études très vagues qui ouvrent plein de choses, mais je savais pas trop quoi faire, en fait. Ouais. Bref, je profite de cette année pour chercher un petit peu ce que je voulais faire des petits jobs. Tout le long de mes études, je suis toujours barman en extra le week-end pour financer un peu mes études. Et puis, au bout d'un an, voilà, avec le réseau, je profite du réseau pour rentrer dans la grande distribution. Première expérience dans la grande distribution, j'arrive là-dedans et je me dis, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a du commerce, il y a de la gestion, il y a du management, ça bouge, c'est dynamique. Voilà, c'est le truc qu'il me faut. Donc, je rentre dans la grande distribution. Enfin, je me dis, c'est ce que je veux faire. Et là, je commence à chercher un vrai job dans la grande distribution partout. J'envoie des CV partout en France, dans toutes les enseignes. Auchan, Carrefour, Courage... Je bazarde partout. On est en 2002-2003. C'est pas évident de trouver du boulot quand t'as un bac plus 5. Ah ouais? En grande distrie, ouais. C'est plus les années glorieuses de la grande distribution où avec un niveau bac, tu pouvais être chef de rayon assez facilement. Okay. Maintenant, il faut bac plus 4, bac plus 5 pour être manager ou en commerce ou en caisse. Et donc, j'ai mis du temps. J'ai balancé les CV partout. J'étais prêt à vraiment aller travailler partout en France. Et puis, concours de circonstances, je passe des entretiens partout, essentiellement dans le Nord-Pas-de-Calais,
dans des enseignes, alors sur Arras, Douai, Lille, la région lilloise, le Valenciennois, etc. Et puis, finalement, je signe chez Auchan à Valenciennes, dans ma ville. Incroyable. Donc, Génial. donc voilà. 5 ans de grande distri, ça se passait super bien. Après la grande distribution, tu es très tributaire du directeur avec lequel tu bosses. J'en ai eu 5. Le 5e, c'est pas passé. Okay. Il me fait comprendre que va peut-être falloir que je revoie un petit peu mon parcours, que je change de boulot. Il me dit que je suis pas fait pour ce métier-là. Enfin bref, il se débarrasse de moi, quoi. Okay. Du jour au lendemain, ok, la grande distribution, c'est terminé. Qu'est-ce que Alors je fais ? qu'au final, tu t'y plaisais, toi ? Moi, je m'y plaisais parce que c'est ça, c'est un boulot très prenant où il y a plein de facettes. C'est tu gères ton petit commerce à l'intérieur, tu gères ton compte d'exploitation, tu gères tes achats. À l'époque, on pouvait encore malgré tout acheter en direct avec des fournisseurs et participer à des collections. Tout ça, c'était donc au niveau du commerce, c'était très intéressant. Ouais. Tu gérais ton équipe, tu avais des collègues avec qui tu bossais aussi, qui sont maintenant toujours restés des amis d'ailleurs. Et donc, c'est cet esprit de famille, d'entreprise, d'entrepreneuriat aussi, mais sans avoir tous les risques. Finalement, tu pilotes ton truc, mais et donc vachement intéressant. Et puis après, voilà, le directeur avec qui ça accroche et qui te dit non, avec moi ça sera pas possible et qui te dit alors moi j'ai essayé de lui dire écoutez, voilà, écoute, si ça va pas avec toi, ça ira peut-être avec un autre, mais moi sur un autre magasin, machin. Une catégorie qui me dit non. Il t'a viré. Il m'a viré, il m'a dit moi vivant, tu ne travailleras plus chez Auchan. Waouh. Délit de sale gueule. Grave, rien, non, délit de sale gueule. Et alors pour l'histoire, il en a viré d'autres comme ça derrière moi. On était une petite bande de jeunes comme ça qui venaient d'arriver, 4-5 ans d'expérience. Il les a tous dégagés, il a refait son staff derrière. Donc voilà, quoi, au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Et puis, donc là, j'ai 29 ans, je remets tout en question, qu'est-ce que je vais faire ? J'aimais bien ce boulot, mais compliqué, partir dans une autre enseigne, tout ça. Et puis là, donc, chez Auchan, j'ai travaillé, mais j'ai aussi rencontré ma femme, avec qui je suis depuis 18 ans, avec qui on a 2 beaux enfants. Et donc ma femme, quand je perds ce job chez Auchan, elle me dit écoute, toi, tu as été barman toute ta vie, voilà, tu fais des extras depuis des années, tout ça. Elle dit, moi, j'adore le monde de la nuit, la fête. Et écoute, elle me dit, on met des billes à 2 et on ouvre un bar de nuit à 2. Moi, je continue Auchan, je m'associe avec toi et puis je te laisse gérer le truc et on ouvre un bar de nuit. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, nous voilà en train d'ouvrir un bar de nuit à Valenciennes. Le Cristal. Le Cristal, qu'on a tenu pendant 5 ans. Ah, tu fais que des cycles de 5 ans, toi ? Moi, c'est des cycles de 5 ans. C'est ça. Auchan, 5 ans, c'est ça. Et la suite, ce sera aussi d'autres expériences de 5 ans. Mais ouais, donc le Cristal. Je découvre les joies de créer une entreprise à Valenciennes, parce que ça doit être un bar de nuit, mais ça reste une entreprise. Ouais. Tu t'étais déjà imaginé entrepreneur, toi ? Pourquoi pas ? Ouais, si, ça m'était passé par l'esprit, parce que mon père était artisan, donc j'ai toujours vu mon père aux mains de son entreprise, travailler pour lui, voilà, donc... Je voyais déjà ce que c'était un peu l'ambiance d'être à son compte. Et ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Voilà. Mais ça s'est présenté comme ça, sur la forme d'un bar de nuit. Mais, et donc voilà, création d'entreprise, des salariés, des barman, machin. Et puis on monte ce truc qui marche très bien tout de suite. Ça a très bien marché pendant 4 ans. La 5e année, ça a commencé à baisser. Alors... Les raisons, 5 ans après, donc j'ai ouvert le bar, j'avais 29 ans. 5 ans après, j'en ai 34-35. Comme le gros noyau de ma clientèle, si tu veux, de mon réseau à l'époque. J'étais dans un coin de Valenciennes qui était assez excentré. Il fallait vraiment connaître l'endroit pour y aller. Voilà, on est loin du quartier de la Gare, des quartiers des Bouges, voilà. Et au bout de 5 ans, tous les copains, tout le gros réseau de ma clientèle, qui avait le même âge, 30-35 ans, ça se marie, on a des enfants, tout ça, on sort moins. Et pas de renouvellement de la clientèle. Je vais pas forcément chercher les étudiants, c'était pas ma came. Donc voilà, donc le truc commence à se casser la gueule. Et puis là, t'as ton comptable qui t'appelle, comme un médecin qui t'appelle pour te dire monsieur, la prise de sang elle est pas bonne. Il te dit bon là les comptes sont vraiment pas bons. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend encore un mois, on essaye de changer les trucs. Donc voilà, tu t'essayes de voir ce que tu peux faire, changer un peu le business, les prix, la carte, les machins, les soirées. Mais bon, tu relèves pas ça comme ça du jour au lendemain, donc... Comment ça se passe à ce moment-là, du coup ? Tu te dis coûte que coûte, je vais relever mon affaire, tu commences déjà un peu le deuil, c'est quoi le mood ? Non, le mood, c'est non, ça a marché, il n'y a pas de raison que ça marche plus. Donc pendant 1 an, on bataille pour essayer d'aller retrouver une clientèle.
faire le tour des facs, organiser des zinzins, des machins. Mais après, un bar de nuit, c'est pas que le samedi et le vendredi, il faut que ça tourne aussi la semaine. Et puis non, je sais pas si c'est l'époque aussi qui a fait ça, moins de monde, moins de trucs. Et puis après, travailler, c'est bien, mais il faut aussi gagner sa vie. Donc si c'est pour travailler, ouvrir, et puis à la fin du mois, rien gagner ou perdre quelques centaines d'euros, voilà quoi, c'est pas le jeu. Donc faut savoir dire stop tant que c'est pas encore catastrophique. Donc je paye les dernières factures. Je mets tout clean et puis on décide de déposer le bilan, comme on dit, faire une cessation d'activité, quoi. Et là, l'expérience douloureuse arrive. Ouais. Et là, ouais, ça c'est une expérience pour le coup qui m'a vraiment marqué ce dépôt de bilan, parce que il faut mettre en place des choses, il faut passer devant un jury au tribunal, expliquer pourquoi tu déposes le bilan. Les salariés que tu avais, prouver que tu as bien tout payé, prouver que tu as bien mis en place tout ce que tu pouvais faire pour essayer de maintenir cette entreprise. Et il faut se justifier devant des personnes qui connaissent absolument pas ton métier. Il faut prouver que tu as fait les choses correctement et que tu as essayé de te battre jusqu'au bout pour pouvoir... Tu les supplies limite de t'abattre d'un niveau commercial et financier et leur dire s'il vous plaît on arrête là parce que sinon je vais m'enfoncer, quoi. Et donc c'est une expérience qui n'est pas facile parce que c'est pas ok, c'est un échec, j'arrête et je passe à autre chose, quoi. Ce passage devant le jury, ça m'a marqué pendant plusieurs mois, vraiment fort. Et puis même financièrement, quoi, même si tu sors avec je crois qu'avec le business, parce qu'après tu payes des trucs, tu payes un commissaire aux comptes qui vient visiter l'établissement, voir un peu ce qui reste comme matériel, tout ça, bim, ça part par billet de 2000 ou 3000 à chaque fois qu'il y en a un qui vient te dire bonjour. Donc, même en ayant été clean, tu ressors avec une facture de 15 000 balles, comme pour rire, quoi. Et 15 000 euros, quand tu es à zéro sur tous les comptes, tu les rembourses pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'une fois, on ferme le bar un samedi soir, tu te dis, OK, à partir de lundi, j'ai plus rien, j'ai plus de taf. J'étais gérant salarié de ma propre société, donc pas d'assurance chômage, que dalle. Hein, tu cotises pour des trucs, mais tu n'as absolument rien. Donc je repars de zéro, j'ai 35 ans et j'ai 15 000 balles de dette. Bon, OK. Et t'as déjà 2 enfants à l'époque ? J'ai déjà un enfant. Un enfant, donc le premier il est né en 2012 et j'ai fermé en 2013, donc il a 1 an. J'ai un jeune enfant. En plus, on logeait au-dessus du bar. Donc on rend le bar, on louait tout le bâtiment, enfin tous les meubles du bar. Donc on n'a même plus d'appart. On est SDF. On est SDF, on a un enfant d'1 an. Rémi sans famille, bonjour. On peut écrire un roman, ça va super. Ouais. Donc là tout va bien. Donc urgence pour retrouver du boulot. Qu'est-ce que je sais faire ? Barman. C'est ce que je fais depuis 5 ans à plein temps. Donc voilà, donc très vite, je postule dans les bars de nuit du Valenciennois. En 2 jours, je trouve... oui, parce qu'en plus, les gens t'aiment bien. Les gens connaissent ton sérieux déjà à ce moment-là. Voilà, c'est Valenciennes, c'est une petite ville. Ça fait déjà de nombreuses années que je travaille comme extra la nuit et le week-end, donc je connais un peu tout le monde. Donc je vais voir le bar quartier gare que je connais le mieux. Voilà, je leur explique ma situation. 3 heures après, le patron il me rappelle en me disant écoute, voilà, on te propose un truc. On cherche un responsable de bar. Est-ce que ça te dit ? Let's go, tu commences vendredi, quoi. Donc je ne peux pas rester un week-end sans travailler. Et donc, je suis parti dans ce bar de nuit comme responsable de bar à quartier-gare à Valenciennes. Donc, pareil, des horaires du mardi au samedi, de 17h à 3-4 heures du matin. Non-stop. Voilà. Donc, mais après, tous les avantages du métier que je faisais avant comme patron de bar, c'est-à-dire que responsable de bar, je gérais le truc, la carte, les soirées, etc. Mais sans les inconvénients des factures et des problèmes que tu peux connaître quand tu es à ton compte et toi, tu avais ta fiche de paye tous les mois, quoi. J'avais ma fiche de paye, j'avais un intéressement sur le chiffre d'affaires. C'était le top, quoi. Le top, financièrement et personnellement, c'était le top. Après, avec un enfant en bas âge, c'était pas facile parce que forcément, quand tu travailles de 17h à 4h, les gens ils se disent il a toute sa journée pour lui. Mais pas du tout, parce qu'il faut quand même bien dormir un petit peu. Et après, le matin, il faut se lever avec le bébé quand il se réveille, tout ça. Quand, il dort pas non plus. Voilà. Après, quand il commence à aller à l'école, il faut se lever le matin pour aller à l'école et tout ça. Et puis, il y en a un deuxième qui arrive 2 ans après aussi.
Donc le rythme bar de nuit plus père de famille, tu dors pas beaucoup. Ouais. Tu dors pas beaucoup, mais j'ai eu la chance de pouvoir au moins l'élever, l'accompagner, tu vois, à l'école tous les matins quand même, avec des lunettes de soleil et une sale gueule. Mais voilà, c'est l'avantage de travailler le soir et le week-end, c'est de pouvoir profiter d'eux la journée aussi, sur des horaires que les gens qui travaillent voilà, de 9h à 18h peuvent pas se permettre de faire ça, quoi. Emmener le gamin à l'école et le rechercher à 16h30, 17h. Et à ce moment-là, du coup, tu te dis que tu veux retourner dans l'entrepreneuriat. Tu te dis que c'est à court terme pour renflouer les dettes et après repartir. C'est quoi la philosophie ? La philosophie, c'est ça. Donc, premièrement, travailler. Donc, je travaille au code barre. Tous les mois, je rembourse mes 15 000 balles de dette. Je les rembourse tous les mois par tranche de 500 balles. Donc, ça dure 2 ans. Pendant 2 ans, tu as ta fiche de paye qui arrive. Tu sais qu'il y a 500 balles qui sautent déjà sur tes 1500. Hors prime. Donc déjà, voilà, tu as un tiers de ton salaire qui dégage le premier. Ouais, pendant 2 ans. 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est long. Ça n'a pas l'air comme ça, mais 2 ans, c'est très long. Donc je travaille comme ça, je me rends flou, je me refais la main. Et puis oui, j'adore ce métier-là. J'adore le contact avec les gens. Je rencontre plein de gens toujours. Et l'idée derrière la tête de me dire, voilà, mes patrons à l'époque, ils ont une dizaine d'années plus que moi. Je me dis, forcément, un jour, ils vont être fatigués du truc. Je rachèterai. Voilà. Je leur ai dit, de toute façon, voilà, le jour où vous voulez vendre, dites-le moi en premier, et puis je verrai ce qu'on peut faire. Mais en plus, c'est un bar dans lequel j'ai travaillé beaucoup avant, avec lequel j'ai une petite affinité sentimentale, tout ça. Donc, j'étais chaud pour le racheter. On a essayé de le racheter avec un copain, et puis ça s'est pas fait. Mais voilà, ouais, l'envie d'entreprendre était revenue. Alors sous quelle forme? C'était sur un bar de nuit au début, c'était sur un restaurant peut-être après, pourquoi pas. Plutôt dans le commerce, quoi. Mais voilà. Et ça s'est pas fait. Et j'ai fait 6 ans avec eux. Et finalement, là, je commence à avoir 39 ans. La quarantaine qui approche, les prises de sang qui sont pas terribles, les enfants qui grandissent, la vie de nuit qui commence à faire des séquelles. La vie de nuit qui commence à 5 jours par semaine, ça commence à être compliqué. Les étudiants la semaine et puis les plus vieux le week-end, voilà, les petites nuits et tout ça. La prise de sang elle commence à pas être bonne et le médecin il commence à te dire, monsieur, là, peut-être falloir se calmer, quoi. Donc on commence à avoir des petites crises de machin à droite à gauche. On se dit, oula, ça c'est pas cool. C'est pas bon. Ouais, et puis ça revient de plus en plus et tu te dis, bon, là, voilà, un barman qui boit du Perrier, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur et c'est pas facile. Donc voilà, je me dis, bon, ok, le bar de nuit, il va peut-être falloir se détendre là-dessus. Et je retombe sur un copain qui est patron de resto, qui vient d'ouvrir son propre restaurant, avec qui j'avais déjà travaillé, qui tenait un bar de nuit avant quand j'étais étudiant. Ouais. Et là, maintenant, il a son restaurant. Et il me dit, écoute, si un jour, t'en as marre de la nuit, que ça te fatigue, moi, je cherche quelqu'un pour bosser avec moi au restaurant. Appelle-moi, quoi. Et du coup, le tilt, parce que je me dis, je vais continuer à faire ce que j'aime bien, avec des horaires plus de journée. Spoiler, c'est une arnaque. Mais au moins, voilà, tu peux faire des services en restauration sans te la coller avec les clients tout le temps et partir en carnaval jusqu'à 4h du matin. Ouais, parce que tu faisais les afters après le service, bien évidemment. Oui, et toi, après le boulot, tu vas boire une bière. Moi, c'est pareil. Ouais. Donc, voilà. Donc, je quitte le code bar, je quitte le bar de nuit pour aller en restauration avec Eric et Julie. Donc, un restaurant sur Valenciennes. Pareil, où je vais travailler encore 5-6 ans avec eux. Ouais. Mais voilà, pareil, 5-6 ans de fou, parce que un mix entre la restauration le jour et puis de temps en temps une soirée le week-end, la nuit, quoi. Mais pas 5 fois par semaine, quoi. Une fois par mois. Donc un meilleur équilibre de vie. Un meilleur équilibre de vie, bien sûr. Ouais, c'est ça, un meilleur équilibre de vie. Les horaires top aussi pour l'organisation familiale avec donc Laurence, ma femme, qui elle toujours en grande distribution pour l'instant, qui a des horaires qui commencent tôt, qui finissent tard. Moi, je peux me permettre de m'occuper des enfants le matin, les emmener à l'école. Après, je prends mon service au restaurant vers 10h30, 11h. Je coupe l'après-midi à 15h30, 16h. Tu vas aller les rechercher, tu profites d'eux, tu repars bosser le soir. Pour les enfants, c'est nickel. Donc, tout va bien, tout se passe bien en restauration. Et puis, je bosse comme ça. J'apprends aussi le métier de la restauration que je ne connaissais pas. Parce que
Un bar de nuit, c'est pas un restaurant, c'est pas pareil du tout. Donc voilà, je me forme. Et puis en me formant là-dedans avec Eric et Julie, je vois comment ça travaille, tout ça. Je vois ce qui est possible de faire. Et puis cette idée de reprendre un truc à moi continue de germer dans ma tête. Et je me dis, restaurant, c'est pas mal. Restaurant, c'est pas mal parce que toujours le contact avec les gens, toujours rencontrer des gens. Et ça peut partir, organisation de soirée de temps en temps, mais c'est sympa. La cuisine, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, idée qui germe de ce restaurant. J'essaye de prendre des parts dans le restaurant dans lequel je bosse. Ça se fait pas. Ils rachètent un restaurant en face. J'essaye de pousser un peu, de rentrer dedans, de leur dire, moi, je me suis refait un peu la main, j'ai quelques billes, je suis chaud pour m'associer avec vous et travailler sur le projet. Bon, ça s'est pas fait non plus. Et puis voilà. Donc, je me dis, bon, bah, à la limite, peut-être un jour aussi, ils vont revendre. Peut-être travailler sur un autre projet à moi. Mais là, on est donc là en 2023. Ouvrir un restaurant à Valenciennes, c'est très compliqué, ou dans le coin, ou même ouvrir un restaurant tout court. Hein. C'est beaucoup d'argent. Voilà, les banques, elles te suivent, elles sont très très frileuses par rapport à ça. Maintenant, quand tu vas aller voir pour ouvrir un restaurant ou un bar. Donc, il faut avoir les reins solides, il faut avoir les bonnes idées, le bon emplacement, le bon staff aussi. Ouvrir un restaurant, c'est un cuisinier surtout. Moi, je suis pas cuistot, donc voilà. Et donc, c'est un projet, mais c'est un projet où tu te dis, il y a quand même beaucoup de risques pour peu de chances que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'alternative? Bah, l'alternative, c'est que je me dis, OK, j'ai cette envie d'entreprendre qui revient. J'ai 2 gamins qui commencent à avoir une dizaine d'années et qui commencent à être autonomes. J'ai un travail avec des horaires plutôt fixes. Je commence à avoir du temps libre et je me dis, j'ai un peu de temps libre pour ou me former ou développer quelque chose. Et c'est là que je pense à toi. Je suis tes affaires d'e-commerce depuis de nombreuses années. Je vois que tu proposes des outils clés en main de boutique e-commerce ou un système de formation qui permet de créer sa boutique de A à Z. Et je me dis, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal parce que voilà, j'ai quelques heures de libre par jour ou par semaine. C'est un truc qui m'intéresse. Je me verrais bien me former là-dessus. Ouais. Et donc, je te contacte en te disant, je voudrais rejoindre ta formation pour créer un business en ligne. Voilà, en complément de mon métier de barman, responsable de bar dans un restaurant, quoi. Je me dis, ça peut être un bon complément de recréer quelque chose, de recréer un actif, de créer quelque chose qui, voilà, un revenu complémentaire, bien sûr, à terme. Sûr. Et puis rentrer dans l'e-commerce, parce que c'est digital, dans le digital, parce que ça m'intéressait. Et pour l'anecdote, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au Code Bar, forcément. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'étais à côté en tant que commercial à l'époque. Toi, tu étais commercial sur le Valenciennois et de temps en temps, tu venais boire. Un peu trop souvent d'ailleurs. trop souvent. Voilà, comme beaucoup de monde, tu venais boire un petit coup après le boulot au comptoir et puis on a sympathisé comme ça autour de la piste de 421 et puis voilà. Et comme j'ai sympathisé avec des tonnes de gens et quand je réfléchis à tout mon parcours, perso ou pro, tout est lié au comptoir, quoi, et aux gens et au réseau que j'ai pu me faire grâce à ce métier et grâce aux rencontres. Ouais. Et donc, c'est à partir de là que je t'ai rencontré, que je t'ai suivi et qu'à terme, je t'ai recontacté pour cette formation. Et donc, je t'appelle, je te dis que je suis dispo pour intégrer ta formation e-commerce pour monter un shop e-commerce. Donc là, on est fin 2023. Et 2023, j'étais persuadé que c'était 2022. Ok, 2023. Ouais. Et non, fin 2022, t'as raison. Fin 2022, je te contacte. Et ça va mettre quelques mois avant de se passer. Et non, ça a été très rapide parce que, c'est ça, je te contacte fin 2022. Et début janvier 2023, tu me rappelles en me disant, écoute, j'ai un truc, j'ai des clients qui m'avaient commandé une boutique clé en main. Ils veulent sortir, ils me la font à l'envers, problème de je sais pas trop quoi. Bref, j'ai une boutique clé en main, t'as juste à me faire un chèque et on met tes coordonnées sur l'encaissement. Sur l'encaissement et c'est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Des 2 salariés qui se sont associés pour acheter un business clé en main.
bah, avec la même idée, hein, l'envie de créer un business digital en parallèle qui ne dépend pas de ton temps, etc. Et qui va pouvoir grossir en parallèle du boulot. Même profil que toi. Et les mecs, ils se lancent dans le projet et ils chopent tous les deux une promotion. Et donc, bah, ils disent, bah, le temps qu'on avait à dispo et machin, il y a un nouveau challenge, nouvelle aventure, on peut plus. Je crois que tu m'avais appelé, genre, je sais pas, 2-3 semaines avant, un truc comme ça. Je suis au Portugal à cette époque-là, moi. Le site faisait déjà des ventes. Ça y est, ça avait déjà démarré, quoi. Et donc, je dis, bah, ça, c'est super opportunité. C'était pas une énorme niche, mais je savais qu'on allait gagner de l'argent. Et donc, je t'appelle et je te dis, ça, c'est bon, faut y aller, quoi. Et tu dis, OK. C'est assez limpide, hein, comme conversation. Envoie-moi un chèque de 30 000 balles, d'accord. Ça ressemble à peu près à ça. C'est ça. Et vraiment sans hésiter, parce que après, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait, mais moi, je te connais personnellement, je te suis, je vois toutes les boutiques que tu as montées, je vois que tous les mecs que tu as accompagnés aussi, il y a quasiment 100% de réussite dans le truc. Pas trop de risques, quoi. Puis à l'époque, la boutique, elle m'a coûté 22 000 euros. C'est quoi 22 000 euros aujourd'hui? Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une toute petite voiture aujourd'hui, quoi. Toi, tu comparais ça aussi à l'achat d'un business physique et tu te dis, bien avec sûr, ça, j'achète rien, quoi. C'est ça, ouvrir un restaurant ou reprendre un bar, c'est un budget de 200 000, c'est pas un budget de 20 000. Donc, j'ai mon père qui a la bonne idée de nous dire je vais vous donner un peu d'argent avant de passer l'arme à gauche, ça sera fait. Donc, il me fait un petit chèque de 30 000 euros à mon frère, ma sœur et moi, de son vivant. Et je dis, bah écoute, c'est parfait ça. Boum. Donc je dis, voilà, on signe l'aventure, on passe en mode express tout de suite, c'est-à-dire que voilà, tu passes de je veux monter ma voiture en Lego à tiens, voilà ta voiture toute faite, tu montes dedans et tu conduis alors que tu n'as même pas le permis, quoi. Donc voilà, mais en toute confiance parce que je sais avec qui je pars, comment, je vois les taux de réussite du truc et je me dis, il n'y a pas grand-chose à perdre, quoi. Et donc, ça part comme ça très, très vite, effectivement. Donc, je rachète la boutique, elle est déjà en train de tourner. Elle a été ouverte en janvier 2023. Moi, je la récupère fin février, je crois. Et la boutique monte tout de suite. Et le 3e mois, déjà, elle est rentable, quoi. Et donc, voilà. Après, c'est pas une grosse niche. C'est une niche très concurrentielle. Mais c'est le genre de niche que j'aurais pu choisir moi-même. Et qui, avec le recul, va très bien, qui est une très bonne niche pour commencer. Pas trop grosse, justement, que tu peux piloter facilement quand tu es rookie, et qui est une très bonne niche pour commencer. Et, très content de cette boutique, ouais. Quand tu te relances, justement, c'est quoi les histoires que tu te racontes? Est-ce que tu penses encore au tribunal? Est-ce que tu penses encore à l'échec précédent? Est-ce que tu es loin de tout ça? Et tu y vas à fond? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses? Alors non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Non, au contraire, je suis boosté à mort. Je kiffe mon métier la journée, le soir de serveur au restaurant. Et je vois cette boutique e-commerce qui monte tout doucement de mois en mois, mars, avril, mai, juin. Et je me dis... ça fait plaisir de faire un truc qui fonctionne, quoi. Et alors même si moi j'y suis pas pour grand chose au départ, mais je m'intéresse au truc, je me forme au fur et à mesure, et je vois que ça fonctionne, et tout de suite tu te projettes, tu te dis voilà, la méthode elle est là, elle marche, le complément de revenu il est là, les ventes elles sont là, la boutique elle tourne, elle continue de croître de mois en mois. Et non, ça fait plaisir à l'ego, et tout de suite tu te projettes sur l'avenir en te disant une boutique, 2 boutiques, machin, l'e-commerce, ok, ce qui va pas, comment améliorer le truc, et du coup tu te refais des projets, et tu penses à l'avenir, et tu trouves ça commence à s'éclaircir, parce que pareil, tu penses à l'après, à tes vieux jours, à la retraite, etc. Enfin, moi j'ai études longues, barre de nuit à mon compte, tu cotises que dalle, donc la retraite, c'est peanuts. Donc se dire je vais pas être barman non plus toute ma vie, quoi. Un barman de 65 ans, c'est pas... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Donc voilà, donc tu as d'autres perspectives. D'autres perspectives pour l'avenir, qui s'ouvrent.
Pourquoi tu as décidé d'acheter un business plutôt que de le créer? À la majorité des gens, quand ils se lancent dans l'e-commerce, ils vont plutôt effectivement acheter une formation et puis créer leur premier site internet un peu eux-mêmes en faisant toutes les erreurs du monde. Pourquoi toi tu décides de mettre de l'argent sur la table et de te lancer directement en rachetant un actif? Bah là, c'était le concours de circonstances qui a fait. Après, voilà, tu te dis, ok, ça va aller plus vite, va falloir t'accrocher, va falloir te former plus vite sur le truc. Mais c'était une opportunité que je pouvais pas rater. Après, le but au départ, c'était vraiment de suivre la formation et de monter le truc de A à Z pour en maîtriser tous les rouages vraiment de A à Z. Parce que forcément, quand on te donne voilà, une voiture clé en main comme ça, après, s'il y a des trucs à faire sur la voiture, changer la batterie, tu sais même pas où est la batterie, le moteur est devant et derrière. Donc voilà. Donc forcément, ouais, tu te retrouves avec des problèmes que n'ont pas ceux qui ont suivi le truc de A à Z et qui ont monté leur boutique de A à Z. Mais tu as un business tout de suite qui tourne et qui fait des ventes, quoi. Et tu as commencé à gagner de l'argent du coup dès le deuxième mois, c'est ça? Dès le deuxième mois, ouais. Donc mois de mars, troisième mois, la boutique est rentable, la boutique est break-even. Et à partir du mois d'avril, ça commence à rentrer. Et donc 2023, première année. Je finis la première année à 98 000 euros de chiffre. Tu t'attendais à ça? Moi, je n'avais aucune idée. Autant, voilà, tu me donnes un établissement, un restaurant, un bar, je mesure les mètres carrés, je vois les jours d'ouverture, le nombre de couverts, je peux imaginer le chiffre d'affaires qu'on peut faire sur une année. Ouais. Mais une boutique e-commerce, aucune idée. Tu es noyé dans l'océan Internet. Alors oui, tu as des produits, tu as des prix de vente, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Aucune idée de qui tu vas toucher, combien de personnes. Voilà. Donc là-dessus, je te fais complètement confiance. Tu me dis, écoute, ta niche, voilà, je la connais. Je vois ton prix, ton panier moyen, ça va être ça. C'est une boutique qui doit faire, si elle tourne correctement, que tu t'en occupes bien, ça doit faire 7-8 000 par mois. Voilà, peut-être en moyenne, plus en fin d'année, etc. Bah, moi, je dis, écoute, si c'est ça, tant mieux. Hein. Et effectivement, donc première année, quasiment 100 000 euros de chiffre sur la première année, avec un pic forcément au Q4 novembre-décembre. Je crois que le 1er décembre 2023, je crois qu'on est à 18 000 euros de chiffre sur le mois. Par rapport, en plus en ayant un petit panier moyen, quoi. Voilà, le panier moyen, moi, c'est du 50 euros, 60 euros. Donc très bien. Et à la fin de la première année, alors l'avantage d'avoir pris le truc en cours, c'est que sur le premier trimestre, la boutique a monté toute seule. Moi, j'étais pas encore là. Donc, je suis arrivé quand elle était déjà rentable. J'ai économisé 3 mois de pub, les 3 premiers mois de pub, forcément. Donc, je finis l'année avec un très beau taux de marge à la fin. Il me reste 25 000 dans la poche. Tout payé. Donc, les achats, les banques, Google, etc. Il me reste 25 000 dans la poche. C'est sympa. J'ai mis 22 000 dans la boutique. Il me reste 3 000. Je rachète une deuxième. Voilà. Donc, je finis la première année à zéro, mais voilà, j'ai récupéré mon argent, mais j'ai un actif, j'ai une boutique qui tourne et j'ai un complément de revenus à côté. Et ce qui est fou, c'est qu'en un an, avec cette boutique, en travaillant dessus 1h30 ou 2 par jour max, j'ai gagné autant qu'en travaillant 70 heures semaine dans un restaurant, quoi. Ouais. Comment tu vis ça? Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est là que tu commences à imaginer le potentiel du truc et le développement qu'il peut y avoir derrière. Et ouais, quand tu te dis... Enfin voilà, moi j'ai été élevé... en plus, je suis le petit dernier, j'ai 40 ans d'écart avec mon père. Donc j'ai vu mon père toujours ouvrier, artisan, travailler à son compte. Où la valeur argent, c'est le taux horaire, quoi, c'est l'heure. Il faut faire des heures pour gagner de l'argent. Ouais. Et c'était ça, même quand j'étais étudiant, travailler, il faut faire des heures dans un bar, à droite, à gauche, un truc, une mutuelle étudiante, mais il faut faire des heures pour gagner. Et plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Et là, c'est différent. Tu vois que tu peux gagner de l'argent en étant smart sur des trucs e-commerce où tu touches des gens un peu partout. Et avec beaucoup moins de temps passé dessus, tu peux gagner l'équivalent, quoi. Donc c'est fou. La première notification quand tu es en train de bosser au resto et que ça sonne parce que tu viens de faire des ventes. Ça, c'est fou aussi, ça. Ouais, quand les premières notifs sur ta montre ou ton téléphone, tu vois, bim, t'es là, t'es au restaurant en train de bosser, commande 120 balles par-ci, 50 balles par-là, et puis ça sonne, et puis tu dis merde,
C'est quand même fou, ça. T'es off, t'es le dimanche, t'es entre copains, tu fais une bonne bouffe entre copains, et puis ça sonne, et tu finis ta journée, et t'as passé un super moment avec tes copains, et t'as fait 800 ou 900 balles de chiffre sur ta boutique e-commerce. Ça, c'est fou. C'est fou. Incroyable, c'est incroyable. Au début, c'est incroyable. On parle des bonnes choses, mais c'est quoi les premières galères dans lesquelles tu vas mettre les pieds, là? Les premières galères avec l'e-commerce, Ouais. bah, moi, j'ai eu la chance de pas trop en avoir. Hein. Je vois ceux qui ont monté leur business, les premières galères, voilà, faire les yeux doux à Google pour pouvoir faire de la pub avec eux, ces choses-là, tout ça, moi, j'ai pu y échapper. Après, les premières galères, bah, c'est forcément avec les galères avec les fournisseurs et les galères avec les clients. Hein. Ça, c'est le métier au jour le jour. La prévente. C'est la prévente. C'est voilà, c'est les délais de livraison, c'est les fournisseurs qui sont en rupture de stock, c'est les fournisseurs qui sont en congé, c'est les clients qui gueulent, et puis c'est ce qui est chaud au début surtout, c'est donc j'ai ma boutique clé en main avec 350 ou 400 références enfin 400 produits dessus. C'est des produits que j'ai jamais vus, moi. Mmh. Je vends des trucs que j'ai jamais vus. Et ben, je découvre au fur et à mesure que ça arrive chez les gens. Et il y a des bons produits et il y a des mauvais produits. Mmh. Donc, la première année, je passe beaucoup de temps à faire le tri, ouais. Forcément, entre les bons et mauvais produits. J'apprends après, sur catalogue fournisseur, à repérer les bons produits. J'apprends à suivre les tendances. J'apprends à intégrer des produits sur ma boutique en fonction de ce qui se vend, des saisonnalités. Et ouais, les premières galères, c'est ça. C'est les clients qui t'appellent en te disant attends, moi j'ai acheté ça, voilà ce que j'ai reçu. Je voyais 2 photos. Alors sur le coup, ça fait rire. Mais ouais, donc il y a un gros boulot de tri à faire au départ sur la sélection de produits. Mais après, c'est le kiff aussi d'intégrer tes propres produits avec le fournisseur, de travailler tes fiches produits, les photos, les catégories, tout ça. Ça, c'est top. Quand tu intègres un produit et que tu le vends assez rapidement, ça, c'est un kiff aussi total. Tu te dis, ouais, c'est génial, quoi. Je mets un truc sur ma boutique, le lendemain, j'en vends déjà un. Et puis, les relations avec les fournisseurs aussi, c'est vachement sympa. Donc, c'est des galères comme ça. Ouais, les galères après avec le service client, mais comme tout commerce, quoi. Enfin, des clients... d'ailleurs, c'est marrant, hein, des clients... pour un même produit, il y en a qui vont être très contents, il y en a qui vont être satisfaits, et il y en a d'autres qui vont t'envoyer des mails, ils vont t'injurier comme si tu leur avais envoyé de l'anthrax dans une enveloppe, quoi. C'est incroyable. Un même produit... Même des produits, maintenant je les connais tous, et voilà, et il y en a qui me disent non, mais c'est pas possible le produit que vous m'avez envoyé. Puis je dis, c'est pas grave, je vous le reprends. Pas de problème. Pas de problème, j'en vends 150 par mois, il n'y a pas de souci, ça va aller. Mais ouais, mais après, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on s'est appelé et que je t'ai dit de faire un partage d'écran, t'étais perdu. Ah oui. Je me souviens pas si tu utilisais tous les jours Excel. Je suis pas persuadé. Non, du tout. Et comment ça a été ce passage dans le digital et ces compétences-là, cette barrière de l'ordinateur que, à part faire ta caisse, tu faisais pas grand-chose avec, j'imagine. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce passage-là, mais c'est vrai que... Ça refroidit beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Typiquement, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu es là, c'est de parler de cette reconversion après 40 ans, qui peut être compliquée, il pourrait y avoir toutes les barrières du monde et toutes les bonnes raisons de ne pas y aller. Et toi, tu avais toutes ces barrières, ou tu en avais plein, et tu as réussi à les casser, tu as réussi à le faire. Cette barrière technologique, notamment, je l'ai vu avec ma mère, moi, qui a fait une reconversion après 50 ans. Moi, c'était très, très dur de trouver de la patience. Je crois qu'elle a mis 1 an et demi avant de maîtriser les outils, tu vois, ne serait-ce que Google, l'écosystème Google, etc. Comment ça s'est passé, toi, ce lancement dans le digital ? Ouais, c'est vrai que j'étais un peu perdu au début, parce que pareil, ordinateur touché un peu pendant mes études, voilà, 2-3 tableaux Excel, effectivement. Et après, dans ma vie pro, dans le bar et la restauration, ouais, c'est ça, c'est un logiciel de caisse, et puis une petite feuille Excel quand j'étais à mon compte pour faire mes comptes à la fin de mois, mais... c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. L'ordinateur, ça me servait à très peu de choses, quoi. À organiser des karaokés, surtout, des trucs comme ça, mais un peu largué par rapport à ce qui se fait. Donc, ouais, du jour au lendemain, tu te retrouves avec plein d'outils, plein d'applications à prendre en main, ouais, pour passer tes commandes, pour les échanges avec les fournisseurs, les échanges avec les clients, le back-office
du shop aussi à maîtriser, qui est pas... voilà, moi, c'est une boutique qui est en WordPress, qui est pas le plus pratique et le plus intuitif à utiliser. Ouais. Donc, ouais, quand tu passes de ton smartphone à WordPress du jour au lendemain, c'est un peu chaud au début, mais après, c'est comme tout, hein, il suffit de s'y intéresser, de se former, de poser des questions, et puis voilà, mais si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de raison. Hein. En combien de temps tu t'es dit, ça y est, je suis un e-commerçant? Je pense après l'été 2023, ouais, quand juste avant le premier Q4 où je me suis dit bah voilà, je commençais à comprendre vraiment ce que je faisais, à connaître mes produits, à bien échanger avec mes fournisseurs, à établir une relation de confiance avec eux. Euh, c'est ça, juste avant le premier Q4 quoi. Et toi, tu connaissais le dropshipping avant de te lancer? T'avais entendu parler, t'avais vu des vidéos, t'avais un a priori, t'avais des idées? Oui, j'en avais entendu parler, mais j'avais entendu parler du mauvais dropshipping quoi. Dropshipping dégueulasse, quoi. Des mecs qui achètent des produits vraiment dégueulasses en Chine sur AliExpress et qui te le revendent directement comme ça, voilà quoi. Mais non, du coup, j'ai découvert ce système logistique du dropshipping qui est effectivement de vendre aux clients en vendant directement Sans avoir vu tes produits sans avant. avoir vu tes produits. Alors, moi, pour le coup, après, tu peux très bien les voir avant. Hein, mais d'ailleurs, maintenant, souvent, quand j'intègre des produits et que j'ai un petit doute, je le commande pour moi, je le vérifie avant. Mais ce système logistique qui est extraordinaire, quand tu arrives à avoir les bons contacts et les bons fournisseurs, de livrer le client sans passer par chez toi, sans stocker, c'est ça qui est top aussi, c'est que ce système logistique te permet de monter un business sans avoir d'entrepôt, sans avoir de stock, sans avancer de trésor. Donc avec un très petit budget, finalement, tu peux monter un business e-commerce. Ça a été quoi la plus belle victoire? Bah, la plus belle victoire, c'est cette première année, ce constat de se dire bah, ça marche, ça me crée un revenu qui n'est pas négligeable, tu multiplies quasiment par 2 ton salaire. Et après, moi j'ai toujours privilégié le boulot que je faisais, l'ambiance, etc. au salaire, tu vois. Si tu me dis par Sinon, exemple... t'aurais pas fait la restauration. Bah non. Non, la restauration, tu le fais pas pour le salaire. Tu le fais parce que tu aimes bien ce métier-là. Voilà, entre gagner, par exemple, 1800 € net par mois à travailler dans un restaurant ou gagner 3006, le double ou même le triple, à me faire chier dans une banque, enfin, un boulot où je m'amuserais pas, je choisis la restauration, tu vois. J'ai toujours préféré le kiff de me lever le matin avec l'envie d'aller travailler plutôt que le salaire à la fin, quoi. Ouais. Mais quand même... Bien sûr. Pauvres ça fait... terriens que nous sommes, bah nous voilà, avons besoin d'oseille. C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même plaisir de pouvoir dire bah tiens, cette année, je peux me payer les vacances, je peux participer au truc. Ça, c'est agréable. Quelques mètres carrés dans la maison, en plus, ça peut être sympa. Voilà. Se dire, ouais, à la fin de l'année, ben voilà, j'ai monté un truc qui a l'air de tourner, qui a l'air pérenne et qui rapporte un complément de salaire qui n'est pas négligeable. Et justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour la famille, pour ta vision du futur après ça? Bah, que ça ouvre plein de portes. Voilà, l'e-commerce, c'est un truc qui se développe encore, qui va continuer à se développer. De toute façon, les gens commandent toujours et de plus en plus à distance et sur Internet. Et là, aujourd'hui, je suis dans un système dropshipping comme ça, de e-commerce. Après, demain, ça pourrait être peut-être autre chose. Les ouvertures et les possibilités, elles sont immenses, quoi. Elles sont quasi infinies. Et donc, ouais, réussite, c'est ça, la première année, de se dire, bah, ok, je kiffe mon boulot la semaine et en plus, j'ai un beau salaire à la fin. Un salaire qui n'est pas dégueulasse. Et puis après, il y a eu cette opportunité-là de venir travailler aussi avec toi qui est arrivée. Exactement, timing parfait. Et justement, pourquoi est-ce que tu as accepté de rejoindre cette aventure? Donc, pour donner un petit peu de contexte, ça fait 1 an que tu as ta boutique. Tu t'en occupes bien, la boutique elle se développe, tu gagnes bien ta vie. Et nous, on a des galères de service client. Comme tout business qui grossit, et notamment tout business e-com qui fait du dropshipping, on en collectionne. On avait une équipe qui grossissait, on devait être 5, 6 personnes, 7 personnes peut-être quand il y avait des intérims, etc. Et je me disais, il faut quelqu'un pour m'aider à manager, à gérer, à structurer, à processiser et surtout à contrôle qualité le service client. Je sais plus comment ça s'est fait. Si je suis parti marcher, je t'ai envoyé une note, une idée. Si à ce moment-là, on parlait déjà d'un truc. Moi, à chaque fois que je revenais dans le nord de la France, j'allais manger là où tu bossais, ou j'allais boire un coup là où tu étais. On s'est toujours gardé en contact avec plus ou moins de proximité. Encore plus quand tu t'es lancé dans l'e-commerce, bien entendu. Et puis, j'ai pensé à toi.
Je me suis dit, process, grande distrib, il connaît l'e-com parce que ça fait 1 an qu'il est dedans, il le vit et il est entrepreneur. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'entrepreneur, j'ai besoin de quelqu'un de fiable. Moi, je t'ai vu le meilleur salarié que n'importe quelle entreprise peut avoir. Je t'ai vu tenir la caisse, je t'ai vu tenir les clients, je t'ai vu tenir la satisfaction du client, je t'ai vu faire des heures sup et bosser pour l'autre. Non pas parce que tu allais être rémunéré, parce qu'en plus, je ne suis pas persuadé que tu touchais toujours tes heures sup, mais juste parce que c'est le travail bien fait. Et en grossissant dans l'activité, et surtout dans cette phase-là, je me souviens, c'était il vaut mieux des gens de confiance plutôt que des gens très bons, et que quelqu'un de bon, il apprendra, tu vois. Et donc, je crois que c'est ça. Je t'envoie un message. J'ai des galères, j'ai besoin d'aide. Je pense que tu peux m'aider. Viens. Ça doit ressembler à ça, non? C'est exactement ça, ouais. Je me souviens très bien du moment. Alors, avec le décalage horaire, toi à Punta Cana, moi à Valenciennes, je crois qu'il était 23h chez moi. Fin de service, je suis en train de boire un coup avec des copains. Téléphone, il sonne. Et là, je t'entends à moitié essoufflé, t'es en train de faire ton jogging. Et tu me dis, François, j'ai une idée. J'ai besoin de toi. Cherche un responsable service client. Rejoins l'équipe. Je dis, bah non, pas du tout. Pas du tout, je suis au dessert. Pas du tout, enfin, non. Et au début, je me dis, mais il a pété un plomb. Le mec, il a 100 boutiques e-commerce. Moi, j'en ai une petite. Et il veut que je m'occupe de son truc, là. Enfin, je me dis, mais il est fou. Alors, je me dis, il est fou. Mais je dis, le projet, il est extraordinaire, quoi. L'opportunité, elle est extraordinaire. Bon, ok, bon, bah, enfin, voilà, en gros, voilà l'histoire. On en reparle demain. Ok, donc la nuit passe, et moi je cogite, et je me dis, mais enfin, je suis pas capable de faire ça, mais je me dis, mais si lui il croit que je peux le faire, c'est qu'il y a une raison. Je me dis, quand même, c'est une belle opportunité, et je me dis, encore une fois, je me dis, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je suis serveur. Voilà, je quitte pas un boulot où je prends 7000 balles par mois, où j'ai des grosses responsabilités et je fais tourner des hommes et des machins. Je peux pas dire non, quoi. Je le fais. Et au pire, ça marche pas, ça marche pas. Demain, je reviens, je reclaque des doigts, je peux être à nouveau dans un resto ou revenir là où j'étais sans souci, quoi. Donc, Et le lendemain, direct, tu fais la fiche de poste, le machin. Ça commence à poser noir sur blanc les missions, les objectifs, les trucs. Ça commence à devenir plus clair dans ma tête. Et puis, je me dis, bah allez, banco, hein, faut le faire. Pas de peur à ce moment-là. C'est complètement effrayé. J'ai peur, mais j'y vais, quoi, tu vois. Mais parce que l'opportunité, elle est trop belle et le projet, il est beau et plein de choses derrière. Et rejoindre une équipe qui grandit, qui a des envies, des machins. Et voilà, et t'as raison, il faut s'entourer de gens en qui tu dois avoir confiance et sur lesquels tu peux te reposer. Je pense que c'est capital aujourd'hui. Ouais. Surtout dans des métiers comme ça, en distanciel, en e-commerce, où chacun est un peu à droite à gauche, quoi. Ouais. Pas tous dans le même bureau tous les jours, donc ça peut vite partir en vrille, quoi. Mais après, ça peut vite être compliqué. C'était surtout ça, moi, tu vois, la petite appréhension, c'était de me dire, passer du comptoir où je vois des centaines de personnes par mois et je rencontre plein de gens, à maintenant je vais bosser chez moi derrière un ordinateur, quoi, tu vois, en distanciel. Changement de vie radical. Changement de vie radical. Ok, ton patron, il y en a un à Paris, l'autre à Punta Cana. T'as 2 collègues, il y en a un à Nice, l'autre elle est à Hong Kong. Au fait, on t'a pas dit ton équipe elle est à Madagascar. Ok. C'est fou, quoi. C'est fou. Et tu fais tout ça, donc après, voilà, rebelote, repartir dans la découverte de la gestion de tout ça, les outils, les applications, les méthodes de travail, travailler en décalé, en distanciel. C'était un pari, ouais, c'était un pari. Ça a été quoi le plus dur ? Le plus dur, c'était de rester assis derrière cet écran d'ordinateur et au début, ouais, c'était ça, c'était de rester concentré et de travailler comme ça plusieurs heures, ouais. Sur ce nouveau modèle, quoi. Ouais, bah ouais. C'est ça, hein, la restauration, le bar, t'es debout tout le temps, t'es tout le temps en mouvement, il y a de l'animation, il y a de la musique, il y a du machin, les clients qui t'appellent partout, tu cours de droite à gauche. C'est un peu... Toi, tu organises le truc en amont, tu prépares ton service, et puis après, ça déroule tout seul, quoi. Tu es sur le vélo et tu pédales, hein, mais là, il faut que tu organises ton boulot toi-même, il faut que tu organises ta vie pro, ta vie perso, ton boulot, tu es chez toi, faut pas se sentir confiné, puis tu es là, tu te dis, ok, je commence par quoi, qu'est-ce que je dois faire ?
comment ça marche. Je me retourne, j'ai pas de collègue à qui poser la question. Alors, quelle heure il est? Bon, lui, il est 5h du matin, il est pas levé. OK. En plus, voilà. Alors, elle est en congé maternité, très bien. Elle est pas là non plus. Bon, OK. Donc, ouais, au début, c'est pas évident, mais un changement radical. Pourquoi est-ce que tu t'es pas lancé à temps plein dans l'entrepreneuriat, par exemple, à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'était pas l'opportunité, peut-être pour toi, de justement relancer de nouvelles boutiques, y aller à fond? Pourquoi choisir finalement de reprendre un job, de changer de job, garder une activité temps plein en tant que salarié et continuer à développer ton truc en mode side hustle, comme on dit, job, business à côté, quoi, business à côté du boulot? J'ai la recette, mais j'ai pas encore la petite touche, tu vois, du chef qui fait que ça passe du plat que tu manges chez mamie au plat d'exception, tu vois, qui passe à la télé. Okay. Donc je me dis, si, là, je vais rejoindre une équipe, je vais bosser vraiment avec les mecs qui montent la boutique que j'ai achetée, voilà, et je voulais vraiment encore partager ça, je voulais me former encore plus par rapport à ça, je voulais me rapprocher de ce truc-là, et pour apprendre encore plus vite, me former là-dessus, et puis rentrer dans le vif du sujet, quoi. C'est ça, t'es passionné d'un truc, et puis on te propose de rejoindre l'équipe nationale tout de suite, tu te dis, OK, on peut pas dire non, quoi, c'est pas possible. Donc c'est ça, une envie d'évoluer encore plus vite, si tu veux. Et du coup, alors, ça, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Tu deviens nomade digital à ce moment-là, ou presque. Donc, ton boulot est dans ton ordi, ça y est. Donc, c'est ça. Donc, je quitte la restauration et je me dis, OK, aujourd'hui, 100% de mes revenus, ça va être de l'e-commerce. Que ce soit via ma boutique ou en freelance pour toi, sur le service après-vente client. Et donc, mais que du e-commerce. Liberté géographique, voilà, c'est le truc. Liberté géographique, maîtrise de ton temps de travail. Tu travailles quand tu veux, quand tu peux. Et du coup, voilà. Dernier exemple en date, samedi dernier, mon gamin, donc maintenant ils ont 13 et 11, ils jouent au basket tous les deux. Les matchs, ça peut être le samedi midi, après-midi, le soir, le dimanche, ça dépend. Alors là, samedi dernier, ils jouent à 18h. Clairement, en restaurant, je ne serais pas allé le voir jouer, tu vois. Donc c'est des moments comme ça. Ça fait 16 ans que j'étais à plein temps dans la restauration et le bar. 16 ans que je travaillais tous les soirs, tous les week-ends. Plus les années d'extra aussi. C'est plus de 20 ans où tu te dis, ton pote, il fait son anniversaire, je suis pas là, ou je viendrai à 2h du matin, ou tu viens le faire dans le bar dans lequel je travaille, si tu veux. Mais c'est 20 ans où tu consacres ton temps à ce que les autres passent du bon temps, justement. Tu penses aux autres avant de penser à toi. Et tu rates des choses, forcément. Après, voilà, sur ta famille, sur des repas de famille, des soirées, des machins. Voilà, l'exemple de la semaine dernière, tu vois, si en restauration, j'aurais pas pu assister à ça. Et c'est un plaisir d'aller le voir jouer, de passer ces moments-là. Et je me rends compte à ce moment-là de me dire, voilà, aujourd'hui, je suis là. Je peux dire à mon gamin, je t'emmène au basket et j'emmène tes copains. Il y a besoin d'une voiture, je suis là, je suis dispo. Et puis, et si c'est dimanche matin, ce sera dimanche matin, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas rentrer à 6h en vrac, tu vois. Et je profite de ces moments-là à plein temps. Je me souviens que tu as fait des stories qui m'ont fait marrer. Moi, t'amenais le gosse à l'entraînement et tu mettais ton ordinateur et tu bossais pendant que le petit était à l'entraînement. Au début, oui, parce que, encore une fois, je suis passé à la vitesse supérieure en te rejoignant aussi. Et donc, il a fallu que je m'accroche. Voilà, on est passé un cran au-dessus. Donc voilà. Mais et c'est l'avantage, c'est qu'il joue en match, et c'est très bien. Je suis là, je suis concentré, je le regarde, je profite. Ça va être un entraînement, je suis obligé de traverser la ville pour l'emmener à l'entraînement. Plutôt que de faire des allers-retours, machin, je peux prendre mon PC. Je travaille avec le gardien du stade dans son bureau, là, et je peux travailler n'importe où. Je peux travailler là, je peux travailler... on part en vacances, je peux travailler à l'étranger, je peux travailler partout où il y a du Wi-Fi ou du réseau. Donc, cette année, tu as bossé un peu de plusieurs endroits, là. Tu nous as fait quelques coins de vacances. Après, forcément, alors, liberté géographique, oui et non, parce que à 45 ans, t'es établi, t'as une femme qui a son travail aussi, t'as des enfants, t'es à l'école, tout ça, donc tu peux pas te dire, allez les gars, on s'en va 6 mois au Pérou, et puis... on va jouer de la flûte. On va jouer de la flûte. Parce qu'il va y avoir d'autres changements à venir cette année. Et on va pouvoir dire, on peut partir un mois. Mes beaux-parents, ils ont un appart à la montagne. On peut partir un mois à la montagne. Moi, je peux travailler. Les enfants, ils kiffent. Je profite de le week-end. Je fais du VTT dans la montagne. Et puis, je travaille la semaine. Voilà, je reste en contact partout avec le boulot. Et si demain, Laurence, elle change de job et qu'elle a plus de dispo, et qu'elle peut travailler en distanciel aussi, on pourra travailler d'où on veut. De pouvoir dire, si j'ai besoin de faire un truc à un moment donné, je le fais. Des conneries, des paperasses, un rendez-vous chez le dentiste, un impératif. Avant, le gamin, il était malade à l'école, il reste malade à l'école. Non, mais bonne chance. C'est vrai. Bonne chance.
Là, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais c'est un luxe, c'est un luxe. C'est un luxe et c'est aussi un piège. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à organiser ta vie perso, ta vie pro et pas passer ton temps à bosser aussi parce qu'on peut vite tomber dans le truc où, comme tu bosses tout le temps et partout, bah, tu te mets à bosser finalement tout le temps et partout. Ouais. Alors ça, c'est le piège dont je suis pas encore sorti. Là. D'accord. T'es à cette étape-là en ce moment. Ouais. Ça fait 1 an maintenant que je travaille pour toi, donc je suis encore en formation dans l'apprentissage du truc et forcément, dès que je peux travailler dessus, je travaille dessus. Mais après, j'ai toujours travaillé pour les gens pour lesquels j'ai travaillé. J'ai toujours travaillé pour eux comme si je travaillais pour moi, tu vois. Voilà, quand je travaillais au Code Bar, je travaillais dedans comme si c'était mon propre bar. Au resto, pareil. Et pour toi, ça sera la même chose. Donc forcément, bah ouais. Et puis c'est le service après-vente client. Toi, t'as énormément de boutiques, donc il y a du taf. Et c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin. C'est très addictif, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de trucs à faire. Et donc forcément, c'est le piège. D'autant plus quand tu travailles chez toi, de te dire, bah, mais il va falloir que je le mette en place, ça, plus. De dire, bah ok, à telle heure je coupe, à telle heure j'arrête. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'arrive pas encore à faire. Là, depuis 1 an, c'est vraiment les enfants et le boulot. J'ai mis un peu de côté le reste. Mais là, il y a vraiment tant que, voilà, prendre le temps, tu vois, de faire 1 heure de sport par jour, de voir autre chose, de prendre l'air. Je sens que là, il faut que je m'organise mieux, quoi. Mais c'est ça, c'est le piège, forcément. En plus, en travaillant chez soi, quoi. Le bureau, il est juste à côté de la chambre. T'as même pas, tu te lèves, ping, ça sonne déjà, t'as déjà des notifs, des trucs. Ouais. Tu dis, bon, ok, je prends ma douche, je reviens. Alors, non, je vais courir. Non, bah non, ça ressonne. Ah, attends, il y a ça à faire. Bon, ok. Donc, ouais, forcément, c'est le piège. Mais j'aime bien, je m'organise. Des fois, je bosse plus tôt le matin. Des fois, je bosse tard le soir. Voilà. Je bosse quand je peux, quand je veux et que je sens que je suis bien. Voilà. C'est ça aussi. Quand tu sens que t'es fatigué, que tu sers à rien, bah t'arrêtes, c'est tout. Puis, voilà. Tu bosses quand t'es au top, quoi. De barman à l'e-commerce, alors. Ouais. La transition, elle est réussie. Comment tu te sens aujourd'hui dans cette nouvelle vie ? Ouais, la transition, elle est réussie. Elle est improbable. Elle est malgré tout incroyable. Et elle est réussie, ouais, elle est réussie parce que aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai trouvé un équilibre de vie. Tu te projettes sur plein de choses, c'est ça. Donc, c'est quoi justement l'ambition pour demain ? Voyager un petit peu plus, du coup ? Ouais. Faire gonfler un peu les revenus ? Oui. Alors, parce que donc Laurence, ma femme que tu connais bien, qui elle est restée, que j'ai rencontrée donc chez Auchan et qui est toujours chez Auchan. Aujourd'hui, 29 ans de boutique chez Auchan. Des gros postes chez Auchan de manager commerce. Ça y est, c'est l'heure. Alors c'est l'heure, comme moi, l'heure a été avancée, c'est-à-dire que Auchan plan social, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, donc il y a eu des plans sociaux déjà il y a 2 ans sur tous les métiers un peu en bac justement, les comptables, les contrôleurs de gestion, les machins, tout ça, ils ont tout réduit. Et puis là, ils commencent à toucher vraiment au cœur du magasin, au commerce, donc ils commencent à dire, voilà, aujourd'hui les magasins ils sont trop grands. Les clients préfèrent des magasins de plus petite taille, plus de proximité, des trucs comme ça. Les grands magasins... donc c'est fini les grands hypermarchés voilà. Comme on a connu ? C'est ça. Les grands hypermarchés, c'est fini. Le but, c'est de réduire sur des plus petites surfaces, 10 000 m² maxi. Et forcément, qui dit réduire les surfaces, dit réduire le chiffre et le personnel aussi. Donc, grand plan social chez Auchan. Et là, cette année, les postes qui sont en jeu, c'est tous les postes de vendeurs pro que tu peux avoir chez Auchan. Donc... les mecs qui vont t'aider et t'aiguiller pour acheter ton frigo, ton ordi, ton lave-vaisselle, ouais. Ton truc. Donc tout ça, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils n'achètent plus chez Auchan leur frigo. Ouais. Ils achètent chez des discounters, ils achètent en ligne. Mais voilà, donc payer un vendeur pro qui est là depuis 20 ans et qui gagne très bien sa vie pour pas faire grand-chose et pas ramener beaucoup, bah forcément, ça saute. Ouais. Donc tout cela, il saute. Et après, parce que moi, à l'époque, c'était les chefs de secteur, maintenant, c'est les managers commerce. Les chefs de secteur magasin, avant, t'en avais un qui s'occupait des produits frais, l'autre des produits grande consommation. Il y en a un qui faisait tout ce qui était le textile, l'autre tout l'intérieur de la maison, l'autre qui faisait toute l'informatique. Ouais. Donc avant, il y en avait 4 ou 5 ou 6 par magasin, et un chef de secteur caisse. Maintenant, ils disent, OK, il y aura un chef de secteur caisse et 1 ou 2 qui vont s'occuper du commerce en fonction de la taille du magasin. Et donc, il y en a un tiers ou un quart qui va dégager, quoi. Donc, plan social, tu apprends ça cette année. OK, il y a un plan social. OK, donc c'est mon poste, le poste de Laurence. Moi, je me dis, il n'y a pas de problème. Là, elle vient de revenir sur Petite Forêt, donc il y a un magasin juste à côté de la maison. Voilà, elle était numéro 1 France sur les foires au vin, les trucs comme ça. Je me dis, bah non, toi, t'es protégé.
t'as le golden ticket, que c'est pas possible, c'est pas toi qui vas le sauter. bon résultat, Voilà. bon, quoi. Je dis voilà, t'as 50 ans, t'as 30 ans de boutique, tes résultats ils sont au top. Il y a des mecs qui sont en fin de carrière qui demandent que ça de partir en pré-retraite. Ils vont l'organiser comme ça, pas de souci. Sauf que non, ils décident de pas demander l'avis aux gens de qui veut partir, qui veut rester. D'accord, ils imposent. Ils imposent, sans s'intéresser à l'âge de la personne, sans s'intéresser à ses résultats, à ses compétences, à ses envies. Et ils bien, disent, ça, on prend tous les magasins. OK, aujourd'hui, et donc le magasin comme Petite Forêt dans lequel elle travaille aujourd'hui, vous êtes 3 chefs de secteur sur le commerce. Il y en a un qui dégage. Lequel ? Eh ben, on va dire, on va pas s'emmerder, on va même pas vous écouter. On va dire celui qui a moins d'ancienneté dans la boutique. non, celui qui a le non alimentaire à ce moment-là, il dégage. Et celui qui a le non alimentaire en ce moment à Petite Forêt, c'est Laurence. Donc elle sait qu'en juin, hop, c'est fini. Après 29 ans de boutique, de bons et loyaux services, merci, au revoir, plan social, au suivant. Et ils gardent des chefs de secteur qui demandent que de partir, ou qui n'ont plus envie de bosser, ou qui n'ont plus de résultats, voilà. Incroyable. Et donc, tu vois, remise en question aussi de son côté. Ouais. Ce qui nous emmène du coup aux ambitions, en fait, du coup plus de voyages. Voilà, aux ambitions, parce que du coup, elle aussi, du changement de projet professionnel, elle va construire autre chose. Et d'ailleurs, elle s'est retournée très très vite là-dessus. Elle a déjà plein de projets. C'est même pas des projets, c'est déjà acté, pré-signé. Elle a déjà ses associés, tout ça. Et donc, elle va monter un centre de formation avec des amis qui sont déjà formatrices dans le truc. Et ça fait, le bâtiment, il est acheté déjà. C'est en cours de création de société, tout ça. Mais, donc, entrepreneuriat, on y va. Donc, pareil, entrepreneuriat, on y va. Par contre, pas de liberté géographique, visiblement. Ouais, on verra. Ça sera peut-être possible. Mais du coup, ouais, ça, c'est des projets, ça sera pour la rentrée 2026, tu vois. Donc, effectivement, cet été, elle sera dispo. Elle n'aura pas que 3 semaines de congé ou 4 maxi, comme tous les ans. Juillet, août. Effectivement, si on veut partir un mois à la montagne et puis un mois au Pérou, au soleil, elle est dispo. Les gamins, ils sont en vacances. Moi, je peux travailler à distance, donc on peut partir 2 mois si on veut. Génial. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Quel message est-ce que tu voudrais passer, du coup, au François d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, à tous nos quarantenaires qui en ont marre peut-être de leur taf, qui en ont marre de leur routine? Bon, si vous en avez marre de votre femme, malheureusement, pas de solution miracle. Qui ont envie de changement, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie peut-être de créer un business sur le côté, qui ont envie peut-être de se lancer à temps plein. J'en ai plein, des exemples de copains qui bossent parce qu'il y a la paye à la fin du mois, il y a la sécurité de l'emploi, il y a les vacances, il y a l'habitude. Après, tu rentres dans un truc. Et c'est vrai que c'est pas évident de se dire à 45 ans, je plante mon boulot pour changer du jour au lendemain. Donc, mais c'est faisable et le changement, ça a du bon tout le temps, je pense. Et après, pourquoi pas. Enfin, t'es pas obligé non plus de tout plaquer du jour au lendemain. Tu peux faire comme j'ai fait, commencer avec un petit à côté comme ça, rentrer dans le truc avec les formations que tu proposes et les boutiques que tu vends aussi. Commencer à mettre un pied dans l'e-commerce, c'est possible. Pour pas grand chose, pour pas beaucoup de budget, c'est possible. Et puis de tâter le terrain et après de voir comment ça se passe. Ouais, c'est possible. Je regrette pas du tout d'avoir changé. Non, je pense que le plus difficile, c'est effectivement de te dire, une fois que tu es installé dans un truc, te bouger, quoi. C'est quoi la petite voix que tu avais dans la tête et comment tu as fait pour la faire taire et avancer? Sur le fait de te lancer, sur le fait de rentrer dans ce nouveau milieu, sur, je sais pas, les bugs techniques que tu as pu vivre? Comme quand on a ouvert le bar avec Laurence, ou quand on est parti là, c'est de se dire, mais attends, il y a des gens qui croient en toi, s'ils y croient, vas-y, quoi, tu peux pas. C'est encore une fois, c'est venu par quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelqu'un d'autre qui me poussait en me disant, si, vas-y, essaye, moi j'y crois. Et la première fois avec ce bar, quand Laurence m'a dit, mais si, il faut le faire, on va y aller, et puis voilà, ok, t'es sûr. J'ai envie de sauter, mais il faut quelqu'un qui me pousse, quoi, tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil, je me dis, attends, si le mec il croit en moi, faut et tester. si du coup tu dois être ce mec qui pousse la personne là, il y a un François, il est au bord là, et c'est toi qui dois le pousser, tu lui dirais quoi? Ouais, je lui dis accroche-toi à tes bretelles. Après, c'est franco-français, hein, on n'est pas. Est-ce que c'est un problème d'éducation? On n'est pas éduqué, je trouve, que ce soit le système scolaire ou voilà, on n'est pas formé à ça, à créer des trucs, à mettre des projets en place, à se prendre des gamelles. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était pas du tout le délire. Hein. Ouais. Après, il y a des personnages qui naturellement, vont de l'avant, croient en eux. Moi, j'ai un peu plus de réticence par rapport à ça. Il faut me pousser un peu, mais je l'ai jamais regretté en tout cas. Donc du coup, ouais, ça te forge dans ce sens-là et à te dire, faut tenter et puis vas-y, fonce. Alors vas-y, faut tenter, fonce, comme dirait l'autre.
Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient du coup? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a qui naissent entrepreneurs et il y en a qui peuvent le devenir. Mais si, c'est une volonté. Tu l'es intrinsèquement. Après, mais il y en a qui sont plus hargneux que d'autres, c'est sûr. Mais si, tu nais entrepreneur, ouais. Après, faut te pousser, faut te bouger, voilà. Mais une fois que tu as compris, voilà, entrepreneur, à chaque fois on dit c'est la liberté, c'est le machin, mais c'est surtout des emmerdes, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais, après, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret, ouais. Entrepreneur, c'est ça, c'est se dire je peux travailler quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je peux être un peu en solo, je peux travailler avec des associés, je peux décider ou pas de faire grossir le truc. Donc ça, c'est bien. C'est bien, il y en a qui bossent très bien en solopreneur, qui n'arrivent pas à manager des gens, ils sont incapables de le faire, donc ils font tout seuls. Il y en a qui ont essayé de grossir, qui ont essayé de prendre des gars avec eux, et puis ils se rendent compte qu'après, tu quittes un peu le côté opérationnel de ce que tu aimes bien faire pour faire que du management, machin. Il y en a qui kiffent faire ça, il y en a qui ont horreur de ça, qui reviennent en arrière. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux modeler le truc à ta sauce et en fonction de tes envies et tes capacités et de ce que tu aimes faire. Tu peux décider de développer le truc ou pas, mais tout en sachant qu'effectivement, entreprendre, c'est entreprendre des emmerdes, c'est gérer c'est résoudre des problèmes tout le temps. Et après, l'avantage aussi d'avoir rejoint ton équipe, c'est aussi de pouvoir commencer à se dire tiens, je gère des emmerdes, mais c'est pas totalement les miennes, et d'apprendre aussi. Ouais. Et pourquoi pas après courbe d'apprentissage accélérée. C'est ça. Ouais, exactement. Tout à fait. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est aussi surtout si vous n'avez pas forcément un tempérament entrepreneur, si vous dites non, c'est peut-être pas pour moi, j'ai peut-être un peu peur, j'ose pas forcément faire le premier pas, ce qui était vraiment ton cas de figure, eh bien, faites-vous pousser. Voilà, faites-vous pousser par quelqu'un et puis accroche-toi à tes bretelles, comme dirait l'autre. Merci beaucoup François en tout cas pour ce partage. Je voulais qu'on le mette dans boîte avec une belle caméra, un beau décor. Merci bien évidemment à l'équipe de Podspace qui nous accueille. Pour moi, cette vidéo et ce partage, c'est vraiment une ode à l'entrepreneuriat, à oser, à se relever malgré les échecs, malgré le fait qu'on se soit fait écraser, piétiner, qu'on ait dû bosser 2 ans pour pouvoir rembourser des fucking dettes et que c'est possible peu importe l'âge qu'on a, de transiter aussi vers le digital, vers l'e-commerce, vers le business en ligne et que ça ouvre plein de portes et plein de possibilités. Je suis bien évidemment très content qu'on ait réussi cette reconversion. J'aurais eu l'air con si je t'avais vendu une boutique qui n'avait pas marché en 2023. Mais bon, merci à Dieu, comme on dit en Bretagne, ça a marché. Et merci bien évidemment au sponsor de cette vidéo, Revolut Business, pour créer un compte en ligne facile, sans tracas. Le lien est dans la description juste en dessous. Profitez de l'offre exclusive avec plus de 20 € de remise sur votre compte. Toutes les informations juste en dessous sur le lien. Merci à eux. Merci à toi François. Et bien entendu, si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, créer un business e-commerce stable, long terme et revendable, le lien est dans la description juste en dessous. Ça s'appelle la méthode Kraken. C'est notre programme d'accompagnement avec lequel on accompagne des e-commerçants qui veulent se lancer comme François à gagner leur vie grâce à leur business en ligne. On a également certainement des business en vente. Tout est dans le lien dans la description juste en dessous. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi Enzo. Et longue vie à l'e-commerce les amis. Longue vie à l'e-commerce.